On vous souhaite la bienvenue à ericloto.com. Dans quelques instants, on vous parle de la nouvelle saison au Théâtre de Grand Prix à l'Acadie, où il va y avoir des drames et des comédies. Mais d'abord, il a reçu des mains du gouverneur général du Canada la médaille du souverain comme grand bénévole, et j'ai nommé ici le docteur André Gamache. Le 5 octobre dernier, à la Citadelle de Québec, il a reçu des mains du gouverneur général du Canada une médaille pour honorer, évidemment, tout ce qu'il a pu faire au cours de ces dernières années, notamment pour Haïti, au sein de cette collaboration Québec-Haïti, qu'on appelait il y a quelque temps collaboration Saint-Jean-sur-Richelieu-Haïti. J'ai nommé le docteur André Gamache. Bonsoir et bienvenue. Ça fait plaisir. Comment vous êtes-vous senti quand vous avez reçu cette médaille des mains du gouverneur général? C'est quand même une mention honorifique, c'est significatif. Vous, comment vous l'avez perçu? C'est sûr que moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop pour ce que j'avais fait parce que j'ai considéré que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon plaisir. Je l'ai fait pour... c'est sûr qu'on aide les gens, mais on se fait toujours plaisir quand on fait ça. Et pour moi, ça a été une surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est quelqu'un de notre organisme, organisation, qui avait fait les démarches. Et j'ai reçu un courriel à un moment donné chez moi pour me dire que j'étais éligible à la médaille du souverain pour le bénévolat. Et là, je me suis demandé comment ça se faisait. J'ai fait les recherches, puis j'ai trouvé justement qui avait fait. Vous avez trouvé le coupable? On a trouvé le coupable et disons que c'est sûr que ça fait un plaisir énorme parce qu'on voit que ce qu'on a fait est apprécié et que ça a fait son chemin, tout ça. Bon, c'est une cérémonie qui est drôlement protocolaire, semble-t-il, avec le gouverneur général et tout ça. Au moment de recevoir, justement, avec tout ce protocole, ce décorum, parlez-nous du moment où vous l'avez reçu. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est sûr que c'est une joie énorme et un plaisir. On ne peut pas le décrire parce que je veux dire qu'on remarque que des gens très importants jugent que ce que vous avez fait est valable et on ne peut pas faire autrement qu'être fier de ce qu'on a fait puis d'apprécier la démarche. Comment Haïti est-il débarqué dans votre vie un jour? Parce que ça fait quand même plusieurs années que vous œuvrez au sein de la collaboration. Il y a probablement des centaines, peut-être même des milliers de personnes qui nous regardent, qui ont déjà passé sous votre bistouri au moment où vous étiez chirurgien pendant quelques décennies. Mais à quel moment Haïti est-il débarqué dans votre vie? Disons que c'est en 2004. Mon épouse faisait partie d'un organisme humanitaire qui s'appelait Iris Mondial. Et elle avait été invitée à accompagner le directeur général de cet organisme-là à aller en Haïti pour l'inauguration d'un complexe éducatif. Et le directeur de l'organisme m'avait demandé si je ne voulais pas l'accompagner. Moi, je dis toujours que j'ai été piégé, parce qu'en arrivant là-bas, je veux dire qu'on a assisté à l'inauguration de l'école et après ça, on nous a montré un plan d'un hôpital qu'ils avaient comme projet de construire. Et ils m'ont montré le plan, me demandant mon impression sur la valeur des plans. Et c'est là que j'ai senti que ma venue n'était pas sans préméditation. Mais j'ai trouvé que le plan avait des erreurs flagrantes au point de vue asepsie, au point de vue technique et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai offert de l'amener au Québec et de le montrer à un de mes amis qui est un architecte en milieu hospitalier. Et c'est là, en revenant au Québec avec ça, j'ai pensé partir une organisation pour aider les gens là-bas, parce que c'était une organisation là-bas de bénévoles aussi qui avait décidé de prendre la région en main puis de la développer dans toutes les sphères de l'activité humaine. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'était un coup de main, une aide pour les aider à faire leur projet. On est dans quelle région d'Haïti? La Brousse, c'est dans le sud-ouest d'Haïti. C'est une région complètement isolée, hors des sentiers battus. Et c'est une région qui n'avait rien dans le passé, là. Quand on est arrivé là, nous, 11 des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans de maladies banales parce que les gens étaient mal nourris et ainsi de suite. Et la moindre petite infection, une gastroentérite, amenait des décès malheureux aux enfants. Fait que c'est pour ça qu'on a été pris au cœur puis qu'on a décidé de changer les choses là-bas.
12 ans plus tard, on est en 2016 maintenant, qu'est-ce qu'on a réussi à installer, à accomplir à la Brousse au cours de ces années? La meilleure réalisation de la collaboration Québec-Haïti, ça a été ce qu'on a appelé la rencontre des partenaires. En fait, nous, on s'était basé sur le concept des Nations unies pour développer les villages du millénaire. Le village du millénaire, les Nations unies voulaient développer les régions les plus pauvres à travers le monde et en faire un modèle pour les voisins pour se prendre en main. Et on développait à ce moment-là dans toutes les sphères de l'activité humaine. C'est pour ça que nous, en tant que petit organisme, on n'avait pas les moyens de faire ça. Fait qu'on est allé chercher 9 partenaires du Québec, dont l'Union des producteurs agricoles, la Collaboration Santé internationale, Fondation Paul Gérin-Lajoie. En fait, 9 organismes qu'on s'est assis ensemble pour développer notre région dans toutes les sphères. Fait qu'on a développé l'agriculture, la santé, l'éducation, des activités génératrices de revenus et ainsi de suite. Je ne sais pas si on a des statistiques plus récentes aujourd'hui, mais est-ce qu'on est en mesure de quantifier, de qualifier les efforts qu'on a mis là-bas aujourd'hui? Vous parliez tantôt que 11 des enfants décédaient avant l'âge de 5 ans. Est-ce qu'on a des statistiques aujourd'hui sur vraiment ce qu'on a pu faire là-bas? Disons que les résultats ont été extraordinaires à cause du regroupement des organismes. Actuellement, c'est-à-dire avant le cyclone Mathieu, il n'y avait plus personne qui mourait de faim dans notre région. Les gens étaient tous, les enfants recevaient tous des vaccins, avaient des examens annuels de la vue, on avait développé un centre de santé qui offrait des services à toutes les écoles, à 38 000 personnes quand on a commencé. Et maintenant, en fait, la région de Fodès, maintenant, comprend 50 000 personnes. Et Fodès a fait des petits autour. Fodès, c'est l'organisme haïtien qu'on supporte. Et maintenant, ils sont rendus à 100, 150 000 personnes parce qu'ils ont fait des petits autour. Ça s'est développé de façon extraordinaire. On a construit 27 écoles, un centre de santé, une église. On a développé l'agriculture en terrasse dans les montagnes, de telle sorte que cette année, avant le cyclone, c'était la meilleure production qu'il y avait jamais eu dans la région. C'est sûr que le cyclone a fait des ravages épouvantables. Qu'est-ce que ça vous a demandé, vous, en termes d'heures, d'efforts, d'investissement personnel? Parce que, bon, en 2004, vous étiez encore en pratique à l'hôpital du Richelieu. Vous êtes retraité depuis combien de temps maintenant? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Donc, vous avez quand même chevauché ça pendant quelques années, là, le travail à temps plein plus Haïti. C'était un projet de retraite. Quand j'ai commencé ça, je me suis dit, ça sera pour ma retraite. On a commencé, c'est sûr qu'au départ, on est parti très petit parce qu'on a monté l'organisation. En fait, le tremblement de terre en 2010 a été vraiment le point de départ. On avait commencé la rencontre des partenaires à peu près un an avant, mais ça a été le point de départ fulgurant de toutes nos activités en Haïti. Et c'est là que ça a commencé parce que là, les gouvernements donnaient beaucoup de subventions aux organismes partenaires qu'on avait avec nous. Fait que c'est là que ça a développé énormément le développement là-bas. Mais là, aujourd'hui, cet investissement en Haïti vous demande, quoi, c'est presque un boulot à temps plein depuis quelques années? C'est un boulot à temps plein, heureusement ou malheureusement, mais c'est un boulot à temps plein qui, en fait, j'ai la tête presque 24 heures par jour à réfléchir à ce qu'on peut faire, qu'on peut apporter. Parce que les gens là-bas, maintenant, ont senti que le développement était entre leurs mains. Et même, on a fait un reportage l'année passée et on interviewait les gens. Et les gens là-bas, les paysans nous disaient que le développement maintenant est irréversible dans la région parce qu'ils ont senti que ça leur avait apporté énormément. Et s'ils voulaient aller plus loin, c'était entre leurs mains. Et ils avaient conscience de ça et étaient prêts à embarquer dans ce processus. Est-ce qu'on peut dire ou affirmer que la région de la Brousse en Haïti est devenue, au fil des ans, peut-être l'une des plus prospères du pays, ou à tout le moins qui réussit, disons, à mieux s'en sortir que les autres? Disons que c'est un modèle d'entrepreneurship et de leadership. Ouais. Parce que, je veux dire,
ils ont compris qu'ils ont leur destin en main et ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour en arriver là. C'est pour ça que la réputation d'Haïti, dans le passé, était un peu négative sur la façon de se prendre en main et d'aller de l'avant. Mais cette région-là a fait que ça change de façon très progressive. En quoi le séisme majeur qu'a connu Haïti ou encore tout récemment l'ouragan Matthew, en quoi ces événements-là ont-ils un impact dans la communauté? Est-ce qu'on recule un peu? Est-ce qu'il y a une résilience à ce point qu'on passe par-dessus les événements, puis il y a une force auprès des Haïtiens? C'est sûr qu'il y a une résilience énorme des Haïtiens devant les facteurs climatiques parce que à tous les années, en fait, il y a il y a la saison des ouragans, la saison des pluies. Il y a la saison des beaux temps, naturellement, où ils doivent profiter à 100 du climat pour avoir les possibilités de se développer. Mais ils sont habitués aux catastrophes naturelles et ils ont développé une résilience énorme. Mais avant, la résilience était d'accepter ça. Maintenant, on voit que les choses sont changées dans notre région et qu'ils ne l'acceptent plus. Ils vont faire ce qu'il faut pour que ça ait le moins d'impact possible. D'ailleurs, dans notre région, les terres et les maisons qui avaient été construites par l'organisation en place ont résisté aux intempéries. Et en plus de ça, les gens qui avaient été formés pour prendre le développement en main, leur cheptel a été sauvé parce qu'ils savaient comment le protéger, ils savaient comment protéger leur terre, ils savaient comment faire que ça ne subisse pas les aléas de la nature. Vous êtes allé en Haïti combien de fois? 20 à 25 fois, je veux dire. Oui, définitivement. En fait, j'allais, à partir de 2006, à peu près, j'allais 2 à 3 fois par année là-bas. Au début, c'était pour faire des missions médicales. Et après ça, on a eu une organisation qui s'est occupée de ça. Et par la suite, ça a été pour de l'organisation. Qu'est-ce que vous voulez faire à court ou à moyen terme là, pour l'année qui vient ou pour les années à venir? C'est sûr qu'actuellement, avec la catastrophe qui vient d'arriver, je pense que le court terme et le moyen terme, c'est de ramasser des fonds pour les aider à récupérer de cette crise majeure-là, parce que là, actuellement, 80 des récoltes ont été détruites. Les maisons des paysans ont été détruites. Quand les maisons des paysans sont détruites, toutes les réserves de manger et de semences qu'ils gardaient pour l'année à venir, ça a tout été détruit. Tout le matériel scolaire des étudiants chez eux, ça a tout été détruit. Fait que c'est sûr qu'actuellement, l'agriculture, les infrastructures, la santé et l'éducation, ce sont 4 priorités. Là. Au bas de l'écran, actuellement, il y a votre adresse courriel ou si les gens veulent entrer en contact avec vous ou encore l'adresse collaboration-québec-haïti.org que les gens peuvent cliquer dessus. Donc, de quelle façon on peut vous aider? Bien, disons que c'est sûr, dans notre site Web, il y a un endroit où on peut envoyer des dons à la collaboration, soit par PayPal ou soit par chèque, ceux qui veulent l'envoyer, ou par le site Web, ils peuvent envoyer de l'argent ou nous contacter, puis on peut s'organiser pour aller récupérer ces fonds-là. Et comment les gens peuvent-ils s'assurer que leur argent va au bon endroit et qu'il est utilisé de façon correcte? C'est souvent ça la question que les gens se posent. C'est sûr qu'on s'est posé la question très souvent et on regarde ce qui se passe. C'est sûr que c'est très inquiétant. Mais je peux vous garantir que la collaboration Québec-Haïti, je reviens toujours à l'ancien nom, la collaboration Québec-Haïti n'a aucune dépense au Québec. Ça veut dire que tous nos gens sont des bénévoles et que l'argent va à 100 à notre organisme en Haïti. Et pourquoi ça a changé de nom? Pourquoi c'est passé de collaboration Saint-Jean-sur-Richelieu à Québec-Haïti? C'est parce qu'on a trop d'Haïtiens de la région de Montréal qui ont demandé de faire partie de notre organisation et qu'à ce moment-là, ça limitait la visibilité
de la collaboration. Il fallait l'élargir un peu. C'est ça, mais on garde toujours Saint-Jean dans le cœur. Docteur André Gamache, merci beaucoup. Félicitations encore une fois pour cette médaille du souverain des mains du gouverneur général du Canada, David Johnston, que vous avez reçu le 5 octobre dernier à la Citadelle de Québec, évidemment pour honorer tout ce bénévolat que vous avez fait au cours de ces 12 dernières années avec Haïti. Et je n'ai pas l'impression que c'est terminé. Vous semblez être drôlement en forme. Oui, on est encore là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Latour. Bonjour. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la nouvelle saison au Théâtre de Grand Pré. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Joël Perreault. Oui, ancien joueur de la Ligue nationale, il a terminé sa carrière l'année passée en Europe et on parle également de son école de hockey. Tout un show. Oui. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Nouvelle saison au Théâtre de Grand Pré. Il y a plusieurs pièces, évidemment, qui vous sont présentées. On parle de drame, on parle également de comédie. On en discute avec le directeur artistique Patrick Ménard. Bonsoir et bienvenue. Bien, merci, Eric. Ça fait plaisir. Hey. Comment on prépare ça, une saison au Théâtre de Grand Pré? Ça fait beaucoup de lectures? Oh, tabarouette. Surtout cette année. Hein, Pourquoi? J'ai tout le temps une liste de pièces de théâtre sur ma tablette qui attend puis qui veut se faire jouer à un moment donné. Là, cet été, j'avais rien. Là. Puis, on a plusieurs femmes au théâtre, puis moins d'hommes. Puis, j'avais l'intention que cette année, que ce serait le fun qu'on donne plus de gros rôles aux femmes. Puis, on m'avait demandé plus de drame, parce que l'année passée, on a fait beaucoup de comédie. Fait que là, c'est comme chercher une pièce où la femme, c'est le personnage principal, et qu'on veut faire jouer le plus de monde possible, mais c'est d'essayer de trouver des pièces. Mais quand on a 4 pièces, 4 plages à combler, mais c'est de faire de la lecture, puis d'y aller avec le nombre de personnages que tu veux mettre dans les pièces. Après ça, rencontrer les personnes qui voudraient monter les pièces, donc les metteurs en scène. Tu veux-tu monter ce genre-là? Ah, je ne sais pas. Bon, bien, je vais te revenir avec une autre. Fait qu'on en passe des pièces, on en lit pas mal l'été. Comment ça se passe, le Théâtre de Grand Prix? Premièrement, le fonctionnement, les gens qui gravitent autour, les comédiens, les hommes, les femmes. Bref, c'est quoi le fonctionnement du Théâtre de Grand Prix? En fait, on a une bonne banque là, de 40-45 comédiens qui sont tout le temps aux alentours, puis c'est de trouver la disponibilité. Surtout que cette année, on a quelques mamans qui a mis au monde des enfants, fait qu'on a aussi de la génération qui est en train de produire. Sinon, bien, une personne qui en jouait dans sa ville ou qui voudrait en faire, c'est ouvert à tout le monde. Si quelqu'un veut embarquer dans une pièce de théâtre, dans une production, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on leur demande toujours de passer par les cours aux adultes, question de se faire voir. Ouais. Et que nous autres aussi, vu qu'ils font un récital, on a comme 2 sessions, hiver et automne. Puis on les voit, les comédiens, qu'à ce moment-là, les metteurs en scène vont être plus attirés, puis vont faire comme « Ah, OK, cette personne-là, elle existe, ça a l'air bon, on va prendre cette personne-là. » Mais sinon, c'est ouvert à tout le monde. Quelqu'un qui veut se proposer, amène sa photo. Puis moi, je dis tout le temps, soyez au courant de ce qui se passe au Théâtre de Grand Prix. Tu veux jouer une pièce de théâtre, mais tu n'es pas venu de la saison, voir une seule des pièces, ou tu n'as jamais mis les pieds au Théâtre de Grand Prix, bien, c'est un peu plus dur à ce moment-là qu'on ça prend un minimum d'initiation, si on veut. Et voilà. Bon. Ouais. La mémoire de l'eau, ça va être présenté en novembre. Qu'est-ce que c'est? Voilà. On est en train de travailler là-dessus, puis ça va être super bon. Ça raconte quoi? Pas parce que je fais la mise en scène, mais les femmes qui sont là présentement, on peut jouer... en fait, OK, on va y aller avec le synopsis. C'est que c'est trois filles, 3 sœurs
qui se retrouvent dans la chambre à coucher de leur mère qui vient de décéder. Puis ils sont en train de préparer les préparatifs pour l'enterrement. Puis là, il y a 3 filles qui sont complètement différentes. Fait que là, il y a des comptes qui se règlent dans la chambre de la mère, là. Et la mère qui apparaît aussi à une des filles, fait que la mère est là en fantôme aussi. Fait que ça vient jouer un peu dans les cartes. Tu as les chums qui apparaissent aussi, deux des gars qui viennent aussi dans la chambre. Fait que ça se passe tout dans la chambre, c'est un huis clos, puis les filles, ils se jasent de ça. Puis, ce que j'aimais de cette pièce-là, c'est que vraiment, on peut jouer aux montagnes russes, là, avec les émotions. Fait qu'il y a des bouts qui sont très, très drôles, il y a des bouts qui sont un peu plus comiques, puis il y a des bouts qui sont très dramatiques. Fait que oui, c'est un drame, une drame-comédie, mais quand on tombe dans une situation dramatique, ils sont très dramatiques, ça fait quelque chose de très beau comme pièce. En février prochain, L'amour tue. L'amour tue. C'est à partir d'un fait vécu qu'il y a un homme qui avait tué ses femmes, un peu à la genre Barbe Bleue que je dis tout le temps, là. Fait qu'il a tué 4 de ses femmes de différentes façons. Puis ces 4 femmes-là se retrouvent au purgatoire alors que lui vient de mourir. Puis les 4 femmes se rencontrent puis attendent sa venue pour pouvoir régler des comptes avec lui. Ça emmène de la comédie encore là, mais ça emmène aussi des bons bouts dramatiques. Au mois de mars, Toxique ou l'incident dans l'autobus. Un autre fait vécu. À Vancouver, dans les années 2001-2002, tout de suite après le World Trade Center, le monde paranoïait sur les attentats et la fameuse poudre de la... Oui, l'anthrax. L'anthrax. Ah oui. Et là, il y a une femme qui s'en va dans l'autobus, puis elle voit une personne inconnue qui a l'air un peu arabe, et la face commence à y piquer. Fait qu'elle commence à paniquer avec ça. Elle sent que l'autobus est attaqué par un effet terroriste parce que lui, il vient de débarquer de l'autobus. Le chauffeur s'arrête sur le côté de la route. Il vomit dans les escaliers de l'autobus. La panique est prise dans l'autobus. Mais ça a duré 2 ans, cette enquête-là. Puis, est-ce que la femme dit vrai? Est-ce qu'elle n'a pas tout inventé? C'est ça qu'on voit à mesure que la pièce avance parce que il y a des choses qu'elle a dit, puis on ne voit pas apparaître. Il y a un enquêteur qui enquête là-dessus, le médecin, un psychiatre. Fait qu'il se pose des questions, est-ce que c'est vrai ou non? Et puis, au mois de juin, 5 étoiles. 5 étoiles, en fait, c'est un collage que Normand Chouinard avait fait avec des petites pièces de Neil Simon. Cette année, en fait, on voulait jouer du Neil Simon, mais là, on était rendu à 4 pièces de Neil Simon, ce qui aurait été intéressant, mais en même temps, on va essayer de mettre d'autres auteurs. Mais fait que c'est une pièce que Normand Chouinard a collée, c'est 4 pièces, 4 courtes pièces qu'il a mis dans une seule pièce. Puis pourquoi ça s'appelle 5 étoiles? C'est parce que ça se passe dans une chambre d'hôtel. Lui, il a mis ça dans la même chambre d'hôtel. Fait que les 4 histoires différentes se passent dans la même chambre d'hôtel, d'un hôtel très luxueux. Fait que c'est pour ça que c'est un 5 étoiles. Comment tu as trouvé ça, toutes ces pièces-là? Parce que tu dis c'est beaucoup de lecture, il y a les contraintes hommes-femmes, bon, il faut, puis on veut essayer de varier les auteurs, tu sais, donc il y a beaucoup de contraintes quand on démarre une saison. Mais qu'est-ce qui fait, exemple, que ces 4 pièces-là t'ont allumé, que ça a cliqué, il y a comme quelque chose qui s'est passé? Ouais, il y a tout le temps un petit quelque chose qui est anodin, qui fait en sorte que, on switch sur quelque chose d'autre, puis qu'on fait comme, ça c'est bien plus intéressant. En fait, je vais à l'École nationale, puis je prends des livres en fonction de nombre de personnages, ou bien je vais les prendre en fonction du sujet. Fait que là, comme quand je suis tombé sur Toxique, bien là, c'est un sujet, ça peut être intéressant, puis c'est à partir d'un fait vécu, pourquoi pas? Là, tu regardes le nombre... Quand tu le présentes aux comédiens, c'est quoi la première réaction? Parce que là, tu dis, écoutez, là, moi, j'ai choisi ça, là, mais... mais il y en a plusieurs. En même temps, moi, le fait que c'est moi qui fais cette mise en scène-là, puis celle de la première, bien, il y a des personnes qui te viennent en tête, puis tu fais comme... Elle, je la vois là-dedans. C'est sûr, il faut que j'aille la voir. Fait que là, tu peux la voir. Okay. Est-ce que tu veux embarquer? Non. Fait que, ou sinon, bien là, tu vas chercher des personnes puis en leur proposant la pièce. Combien de comédiens par pièce, à peu près? La 4e, il y a moins de comédiens cette année. Je pense qu'il y a 5 comédiens. Mais sinon, les autres... Sinon, c'est 6 à 7 comédiens. 6 à 7 comédiens. Ouais. Là. Et qui, dans certains cas, font plus d'un rôle? Pas tout le temps? Pas tout le temps. OK. Ça arrive des fois, mais dans la 4e, il joue 2 rôles. Il y en a qui ont 2 rôles. Un abonnement de saison, donc pour les 4 pièces qu'on vient de nommer, c'est
4 pièces au prix de 3, dans le fond. C'est ça, l'abonnement de Exact. saison. C'est 51 $. Voilà. Donc, pour 51 $, vous pouvez, dans le fond, voir les 4 pièces en question. Il y a quand même plusieurs dates. Il y a au moins 6 représentations par pièce. Par là, pièce, en moyenne, là. exactement. Donc, les gens peuvent quand même... en même temps, je me mets à la place des comédiens aussi. Là. On travaille pour préparer une pièce. C'est un peu plate de présenter ça juste une fois. Là. Ouais. Ouais, Ça doit être plaisant de le faire 2, 3 fois, puis 4 fois, puis 5 fois, puis 6 fois. Là. Ouais. Puis il se plaît là-dedans aussi. Il y a certaines troupes qui vont en mettre beaucoup plus de représentations, mais nous autres, on s'en tient à 6 parce qu'on réussit à les remplir. Ben, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Si on fait 9 représentations, mais qu'il y en a 2 là-dessus, qu'il n'y a même pas la moitié de la salle, c'est moins Vous avez une salle de encourageant. quoi? 75-80 places? 65. 65 places au Théâtre de Grand Prix à l'Acadie. Exact. C'est bien ça. Donc, 65 places, 6 représentations par pièce, 4 pièces durant l'année, puis une quarantaine de comédiens là, qui se baladent là, d'une pièce à l'autre. Voilà. Bien, merci beaucoup, Patrick. On va vous Bienvenue. souhaiter une bonne saison. Merci. Une saison totalement théâtre. 348-8494. Au théâtredegrandprix.ca. Voilà. Tel qu'écrit au bas de l'écran. La plug est faite. Merci. Merci, Éric. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Il y a quelques jours, on a inauguré une plaque commémorative au jardin de la Montgolfière en l'honneur de Maxime Trépanier, ce pilote de Montgolfière, décédé évidemment dans des circonstances tragiques en août 2013. Sa famille, bien sûr, et quelques dignitaires étaient sur place, comme on peut le voir sur les photos. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean sur Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 $ et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Également, vous dire que si vous désirez me joindre, je vous invite à le faire par courriel en écrivant Éric Latour en un mot à commercial-tv@charneuf.com et visiter notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. À demain. Bye-bye.